mercredi 3 septembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Vous faites bien de regarder la télévision. Et si cette télévision s'appelle Info TV, vous avez fait le meilleur choix. Dans le cadre de votre programme Espace Mini, nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. Une question fondamentale nous intéresse ce matin. Nous allons essayer de comprendre s'il est possible pour le cas du Cameroun de mettre sur pied tout un ministère en charge de la diaspora. Avez-vous l'impression qu'un ministère dédié à la diaspora camerounaise est plus que jamais d'actualité dans le cadre justement de la politique de la nation? Naturellement, dans le cadre toujours de ce programme, vous le savez aussi bien que moi, nous allons accueillir la très éblouissante Claudia tout à l'heure pour une balade informationnelle. Votre dénonciation vous sera également livrée comme d'habitude au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV dans le cadre justement du 10-12, le meilleur en télévision en Afrique au sud du Sahara. Appelez-moi Perfecto, je modère. Professeur Novici, bonjour. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à mon très cher frère Yannick Blériot que je rencontre une fois de plus et bonjour également à tous vos millions de téléspectateurs. Comment tu vas, professeur? Je vais très très bien, je vais très très bien. Merci d'être là ce matin. Vous êtes justement enseignant d'université, vous êtes psychosociologue. Votre expertise continuera à nous aider dans le cadre justement de nos productions. Merci beaucoup également pour les invitations. En face de vous, nous accueillons un homme politique, Yaya Bello. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour, copanélistes et surtout aux nombreux Camerounais qui nous suivent ce matin au Cameroun et surtout à l'extérieur du pays puisqu'on va parler de la diaspora ce matin. Donc c'est une fierté pour moi d'être sur votre plateau ce matin. Vous êtes un homme politique, vous soutenez actuellement les idéaux de l'UNDP, c'est exact? C'est exact et il n'échappe à personne que nous sortions d'une tournée dans les régions de l'Adamawa et de l'Est la semaine passée et maintenant nous nous préparons à continuer la tournée avec notre président national et les élus et même la plupart des camarades sur les régions du littoral, du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Donc nous sommes en période de pré-campagne, nous ne sommes pas encore en campagne, mais c'est important d'aller rencontrer les militants à la base pour les préparer par rapport aux deux échéances électorales qui arrivent, notamment la présidentielle du 12 octobre 2025 et aussi les régionales du 30 novembre 2025. Donc, il faut former les militants, former les scrutateurs, appeler les gens à aller retirer leur carte d'électeur et tout. Donc, il faut préparer le terrain par rapport à la victoire qui se dessine lors de ces séances électorales. Yaya Bello, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les véhicules de l'administration immatriculés CA ont accompagné Bello Boba dans certains endroits dans le cadre de cette pré-campagne? Alors, il faut tout de suite lever cet équivoque que nous avons vu dans la place publique depuis quelques jours. C'est vrai ou bien c'est faux? En réalité, je dis c'est vrai parce que ce sont les voitures des membres du bureau du conseil régional de l'Adamawa. Vous avez vu, il y avait le docteur Dewa qui est le président du conseil régional de l'Adamawa que l'UNDP a gagné, parce qu'il faut dire l'UNDP est le seul parti Les membres du conseil régional utilisent des voitures immatriculées CA? Exactement. Allez vérifier, vous êtes un grand journaliste, je sais que vous êtes introduit, vous pouvez le savoir. Donc, il n'échappe à personne que l'UNDP est le seul parti politique de l'opposition qui a pu gagner toute une région, en l'occurrence la région de l'Adamawa. Et nous avons fait une tournée dans l'Adamawa et dans l'Est, à la région de l'Est. Donc, c'est tout à fait normal que les élus qui accompagnent le président national, parmi lesquels les membres du bureau du conseil régional de l'Adamawa, notamment le président du conseil, les vice-présidents, parmi lesquels Bruno Waoum, accompagne le président. Entre-temps, également, vous êtes fier de savoir que la voiture, vous avez pratiquement vandalisé la voiture du sous-préfet de Menganga? Non, nous n'avons pas vandalisé
la voiture du sous-préfet de Minganga. Vous avez fait quoi? Vous avez vu les images. Le sous-préfet de Minganga est venu placer son véhicule sur la voie publique pour empêcher au cortège du président national Bello Bouba Maïgari d'entrer dans la ville de Minganga. Tout de suite donc, et comme par hasard, le sous-préfet est venu garer son véhicule devant un terrain de football où il y avait les championnats des vacances. Les enfants étaient en train de suivre le championnat des vacances et tout de suite ils ont vu le sous-préfet garer le véhicule. Et qu'avez-vous fait de la voiture du sous-préfet? Les gens dont sont venus, ce n'étaient pas les militants du parti pour déplacer le véhicule. Ah, c'était des badauds. Nos cadres, oui, nous sommes descendus, nous avons dit donc à vous ces vous gens... désolidarisez de ceux qui ont vandalisé la voiture du sous-préfet? L'UNDP est un parti qui prône la paix, la stabilité. Nous ne sommes pas donc ce n'était pas un acte émanant de l'UNDP. Les actes, ça n'émane pas de l'UNDP. Tout au contraire, vous avez vu sur les vidéos, ça émanait donc des gars du RDPC, je suppose. Non, nos cadres sont venus empêcher à la foule de vandaliser le véhicule du sous-préfet. Vous allez voir sur les images, il y avait le président de la fédération du Mbéré, il y avait le vice-président de la fédération qui empêchait aux gars qui n'étaient pas des militants, qui étaient là, c'est des passants. Donc, l'UNDP... Nous avons des vidéos, hein, Yaya Bello. Mettez la vidéo, je vais vous montrer Mohamedou Diafarou, le président de la fédération de la Vina, du Mbéré, et même son vice-président, qui empêchait au Bado de détruire le véhicule du sous-préfet. Mais il faut condamner l'acte du sous-préfet, et je crois que ça a été fait. Une autorité vous l'avez même suffisamment condamné sur le terrain. Non, nous on a... on a vu, vous étiez en train de faire la balançoire. Non, ce n'était pas nos militants. Mais il faut aussi dire qu'il faut regretter aussi cet acte du sous-préfet parce qu'une autorité administrative supposée être neutre ne se comporte pas de la sorte. Même s'il fallait interdire à Bello Bouba d'entrer dans la ville ou bien de se mouvoir, c'était les FMO, les forces de maintien de l'ordre, qu'il devait requérir. Ce n'était pas lui qui devait faire ce job. Mais par contre, il ne faut pas généraliser la situation. Il faut saluer le comportement du sous-préfet de Garoua Boulaye, parce que le lendemain, nous sommes arrivés à Garoua Boulaye, le sous-préfet était à l'entrée de la ville avec le FMO. Il s'est assuré que, puisque c'était sur la route nationale, qu'il ne devait pas avoir de débordement parce que la veille, il y avait eu ces dérapages. Donc, il est venu, il a dirigé la circulation, il a été courtois, il a permis que tout se passe bien. Donc, voilà l'exemple d'un sous-préfet qui est neutre. Et je pense que même quand l'ORDPC ou d'autres partis viendront, il va se comporter de la sorte. Donc, ne généralisons pas, ne croyons pas que c'est tout. Alors, ces meetings organisés par l'UNDP bénéficient donc de l'autorisation de l'autorité administrative, c'est ça? En réalité, les manifestations publiques et les réunions publiques sont placées sous le sceau de la déclaration. Vous ne répondez pas à ma question. De l'autorisation. Vous ne répondez pas à ma question. Vous bénéficiez de l'autorisation de l'autorité administrative? C'est ça que je vous dis. En tant que juriste, je vous dis la loi du 19 décembre 1990 qui régit les réunions et les manifestations publiques parle de déclaration. C'est pour ça, ça veut dire que dès que vous avez informé le sous-préfet, même si le sous-préfet n'a pas autorisé, vous pouvez manifester, c'est ça? Non, nous déclarons en respectant le délai légal imparti. Et le sous-préfet délivre ce qu'on appelle le récépissé de déclaration. En tout cas, je ne reviens pas sur celui de Minganga. Alors, qu'est-ce que vous dites même à la fin? Non, je ne reviens pas sur celui de Minganga. Vous avez vu le récépissé de déclaration où il a empêché tout engin motorisé, c'est-à-dire moto, voiture. Merci. Il a empêché également les gens de marcher à pied. Donc, merci. Bref, donc, je conclue en disant que nous respectons les institutions. Lorsque nous avons une réunion publique ou une manifestation publique, nous déclarons. Et lorsque le récépissé n'est pas remis, nous ne marchons pas. De toutes les façons, si je c'est le cas de Batouri. Si je pose cette question, je voudrais que ce qui s'est passé dans la chambre des poules puisse également se passer dans la chambre des canards. Ce n'est pas une affaire de l'UNDP, hein, parce que l'UNDP fait normalement ses meetings dans toute la République. Il n'y a aucun souci. Il faudrait également que lorsqu'un autre parti politique devra également tenir les mêmes réunions, les mêmes meetings, qu'il n'y ait pas aussi un souci. Il y a des soucis. Un problème d'équité. Parce qu'il faut aussi souligner qu'à Batouri, le sous-préfet n'a pas donné, n'a pas délivré le récépissé des réunions publiques et finalement nous n'avons pas tenu des meetings là-bas. Merci. Accueillons également notre invité permanent Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, un bonjour un tout petit peu timoré, je dois le dire, parce que hier j'ai vécu
la réception d'un certain nombre de photos d'un ami qui s'est fait agresser dans le contexte de rentrée scolaire. C'était carrément invraisemblable. C'est-à-dire que quelqu'un se fait agresser, c'est-à-dire au moment où il va pour régler les problèmes d'inscription d'un enfant. Je ne savais pas que nos établissements d'enseignement secondaire sont maintenant des rings. Dans l'enceinte de l'établissement? Oui. Le nom de l'établissement, c'est Fleming, du côté de Montée, Maison Blanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je connais bien cet établissement. Voilà. L'enfant est un ancien élève. Il fait 6e, il doit aller en classe supérieure. Des parents arrivent donc tous les deux pour venir payer la pension. Ah ben, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, comment pourtant le gars est un ancien élève? Bon, il n'y a pas de problème. Si vous dites qu'il n'y a pas de place, remboursez l'argent. C'est donc là où la querelle est née. Bon, là, on dit qu'il faudra attendre pour rembourser l'argent, etc. Il y a un autre parent qui était là, il signale qu'en réalité, faites attention, madame, puisque c'était d'abord la dame du monsieur qui était là. Faites attention, madame. Si on vous renvoie avec l'affaire de l'argent, là, il est possible qu'on ne vous paye pas, parce que j'ai déjà vécu cette situation. Donc, c'est donc comme ça que, de fil à aiguille, on se rend compte sur place qu'en réalité, la place, elle n'est même pas en tant que telle indisponible. C'est-à-dire qu'on veut simplement la rendre disponible pour quelqu'un d'autre, peut-être qui est plus offrant ou alors qui a une affiliation particulière ou ethnico-tribale avec le responsable. Et c'est donc comme ça que, puisque la dame insiste qu'elle veut donc qu'on lui rembourse l'argent, si l'ancien élève ne peut pas se faire réinscrire, et voilà, il brutalise un tout petit peu la dame. Le monsieur donc de la dame était aussi là, il rentre donc, comment vous brutalisez madame, etc. Le monsieur lui assène un coup et puis ça dégénère, pardon. Donc ce genre de situation, on constate vraiment qu'aucun secteur dans le pays ne va vraiment bien. Parce que si c'est dans le secteur éducatif qu'on doit retrouver ce genre de scène, c'est lamentable. Et encore pour des histoires liées à la corruption, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces histoires où on prend la place de quelqu'un, on veut la redonner au plus offrant, etc. Un ancien élève qu'on n'arrive pas à faire réinscrire. Et puis, il y a, semble-t-il, des précédents où on a, comme on dit au quartier, on a jonglé les gens comme ça sur leur argent, ils se lassent et puis ils laissent, non seulement l'enfant n'est pas inscrit, et finalement l'argent des parents n'est pas remis. C'est lamentable. Vraiment, ce pays, il faut qu'on se ressaisisse. Merci. Hein. Vous avez dit que c'est l'établissement Fleming. Oui, Fleming. À du la côté montée, Maison Blanche. C'est bien Massy, n'est-ce pas? C'est bien Massy. Voilà. Bien et le nom du monsieur qui a été agressé, c'est Yebga Serge. C'est un ami à moi que je connais bien. J'ai des photos ici. Nous allons encore mieux enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Accueillons également un vieux frère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'invitation. Moi, je voulais dire bonjour ce matin aux populations de la ville de Garoua. Garoua, où j'ai séjourné il y a 2 semaines. Et j'ai découvert une ville très propre. C'est assez surprenant, mais dans la ville de Garoua, on a de la peine à retrouver un papier par terre. Mon ami Alain Douk disait tout à l'heure qu'il y a des secteurs, aucun secteur ne marche au Cameroun. Voilà au moins un secteur qui marche. C'est-à-dire qu'à Garoua, vous n'avez pas de police en centre-ville, mais les motos s'arrêtent au feu. C'est assez incroyable quand même. Vous savez qu'il faut bien marcher au Cameroun pour voir comment se porte le pays. La ville de Garoua est très propre. Les routes sont en bon état. Oui, plus ou moins en très bon état. À l'intérieur de la ville, c'est la réalité. Allez-y faire un tour. Les routes de la ville de Garoua sont en très bon état. Ça me fait penser peut-être au réseau routier interne également de la ville de Bafoussam où les routes sont bonnes. C'est-à-dire que ce n'est pas partout, dans toutes les villes du Cameroun, qu'on a ce type de problème. À Garoua, il fait bon vivre, la ville est propre. Ça m'a fait penser à Boya des années avant la crise. À Boya, il était très difficile de trouver un papier par terre. La ville était très propre. Ça, c'est vrai. Pas de moto, etc. C'est à ça que ressemble Garoua à l'heure actuelle. Donc, il y a des secteurs qui marchent plus ou moins bien. Et je salue donc justement les secteurs qui marchent bien, notamment également la ville de Nkonsamba Premier avec le maire Omar Fadil qui fait également du très bon travail de ce côté-là. Donc, quand c'est bien fait dans certaines mairies, il faut le saluer. Il faudrait que les villes de Douala et Yaoundé s'en inspirent. Omar Fadil. C'est vrai que pour le cas de Yaoundé et Douala, Renaud, quelqu'un a poussé la réflexion trop loin. C'est vrai que je ne voulais pas être d'accord avec lui, mais il était un peu réaliste. Il disait, certains qui viennent faire du désordre ici à Yaoundé
dans leur localité d'origine, ils ne font pas ces désordres. Vous voyez un peu? Ah ben oui. Il faudra un moment qu'on a... Vous avez parlé de Garoua, vous avez parlé de Bafoussam. Je vous prends un moment. Allez à Bafoussam. Vous allez voir comment ça se passe. Est-ce que les gens viennent vendre la tomate au beau milieu de la route à Bafoussam? Vous avez vu ça à Bafoussam? Mais vous allez voir que par moment, à Yaoundé, c'est du n'importe quoi. À Douala, c'est un laisser-aller. Dès que vous allez parler, on dit non, on se débrouille. Est-ce qu'on ne se débrouille pas à Bafoussam? Est-ce qu'on ne se débrouille pas à Garoua? Pourquoi nous avons peur de poser également ce genre de problème? Vous allez nous amener dans un débat très compliqué. Ah, ouais, vous fuyez ce débat. Vous fuyez ce débat. Merci. Hein. Et il restera notre consultant Pierre Blerugne. Mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. C'est un jour particulièrement heureux pour moi. J'ai 3 personnes qui me tiennent à cœur. Déjà, ce bébé, Yumba 2 Daniel. Qui est du côté des DA, Carrefour dit Kodok. Ses grands-parents et ses parents sont de fidèles téléspectateurs de Espace Minier de Libre Expression. Sa grand-mère est ma mère par alliance. Donc on lui souhaite joyeux anniversaire. Lorsque je l'ai fait, j'ai également mon papa que vous connaissez, Mathurin Mengele. L'ancien proviseur. L'ancien proviseur qui est né un 3 septembre. Les enseignants ne vieillissent pas. Mon papa a 71 ans ce jour. Il est né en 54, le 3 septembre. Je lui souhaite joyeux anniversaire. La 3e personne vit aux États-Unis. Le jeune homme qui est né après moi. Il vit aux États-Unis dans le Maryland. Destin, Siméon Destin. Il est aussi né un 3 septembre. Le militaire? Oui, le militaire. Oui, c'est un ami. On lui dit bonjour, hein, surtout joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc, septembre est un mois joyeux. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui me sont chères. Très bien. On va vous repasser la parole, Pierre Blerugne, comme d'habitude, pour nous donner la sagesse matinale. Alors, vous m'avez pris, je dirais, un peu de cours, parce que je n'étais pas prêt. Non, vous saviez qu'après, on doit passer à la sagesse. Non, je vous taquine. Vous devez toujours être prêt. Ne changez pas sans cesse de chemin à la recherche de ce que vous voulez. Vous pourriez perdre ici et là. On peut reprendre? Ne changez pas sans cesse de chemin à la recherche de ce que vous vouliez. Vous pourriez perdre ici et là. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas contre Yaya Bello. Hein. je vous rassure. Ça veut dire qu'il faut arrêter de changer de route à chaque détour. À force de chercher ailleurs ce qui vous échappe ici, vous risquez de perdre plus que ce que vous gagnerez. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils ont l'impression qu'un chemin est difficile, ils changent. Ils changent. Que ce soit dans les relations aussi. La vie de... Alain Doug ne brise pas encore. Je pars chez Yaya Bello. C'est quand tu pars chez Yaya Bello que la vie de Alain Doug brise. Tu reviens. Quand tu arrives chez Yaya Bello, ça se garde là-bas. Non. En fait, il faut essayer d'être constant. Parce que votre bonheur est sur votre chemin. Ne passez pas le temps à vouloir trouver d'autres chemins. Merci, hein, Blerugne, pour ces sagesses matinales. Et il y a le professeur Noubissier qui voulait reprendre la parole. Je ne sais pas pourquoi. Professeur, allez-y. Non, juste que en tant qu'enseignant, je me dois de dire certaines choses également. Allons-y. Pas dans le sens de dédouaner le collège Fleming, parce que je connais comment il fonctionne là-bas. J'ai un enfant qui a fait pratiquement 5 ans là-bas. Là-bas, ils ont des périodes pour payer la pension. Que vous soyez ancien ou que vous soyez nouveau étudiant et nouveau élève. Quand vous avez passé cette période-là, vous n'êtes plus considéré comme élève. Je ne suis pas entré dans les fonds baptismaux de ce problème, mais j'ose penser que ce parent n'a pas respecté les délais. Et maintenant, concernant le remboursement, il traite avec les banques. C'est-à-dire que quand vous payez, c'est à la banque que vous payez. Maintenant, s'il faut qu'on vous rembourse, il va falloir faire une demande afin que vous soyez remboursé. Ce n'est pas qu'ils ont l'argent liquide chez eux. C'est juste apporter cette petite parenthèse-là. Et ça peut aider ceux qui... Ça devient compliqué. Hein? Ça devient Moi, j'ai donné mon argent. Maintenant, pour me rembourser, vous commencez à me dire que... Non, mais c'est logique. C'est comme ça que certains établissements fonctionnent. C'est-à-dire vous n'avez pas de mais contact si vous n'avez pas pris avec, mon enfant, remboursez-moi l'argent, non? Oui, là, ça ne peut pas se faire l'immédiat. Ça va se faire après que vous ayez fait la démarche. Moi, je peux comprendre ce fonctionnement, mais comme je suis aussi enseignant, voilà, la priorité doit être donnée aux anciens élèves. Sinon, ça n'a aucun sens. Ils sont prioritaires. Les anciens élèves qui sont déjà dans un système... Parce que là, ce n'est que l'argent qu'on met devant.
Ce n'est que l'argent. Les gars qui ont fait votre succès l'année passée, ils ont réussi. Ils donnez-leur une période plus grande, probatoire, qui fait que... C'est aussi les avantages, non, des anciens. S'ils n'arrivent donc pas après ce moment-là L'avantage, à c'est payer, quoi dans cette affaire? puisque c'est un collège de grande réputation, il y aura toujours de la place. Parce que là, c'est du capitalisme sauvage. C'est-à-dire, je veux l'argent à telle période. Tu étais avec moi l'année dernière. Je m'en fous de ça. Je peux vous vider, vous tous. Sur ce plan-là, c'est le point-là. C'est un très mauvais fonctionnement. Les anciens élèves ont la préemption. C'est-à-dire que leur place même ne bouge que s'ils meurent ou s'ils se retirent. Au moins, avec l'État, c'est comme ça dans les lycées. Non, ça, c'est même quand nous, on était à l'école, je ne sais pas si ça que les change établissements privés commencent à fixer des règles qui ne sont pas déontologiques. Tout à fait. C'est-à-dire, eux-mêmes se lèvent un matin, parce que ça, ce n'est que l'affaire argent. D'ailleurs, il faut même qu'on attaque ce problème. Une année scolaire finie, une autre commence et les dates sont connues. On ne peut pas imposer aux parents de payer la pension de l'année prochaine, l'année-ci. C'est une usurpation. C'est-à-dire que tu as fini l'année. Tu es encore en train de faire les examens de fin d'année. Vous savez les dates qu'ils fixent pas fait? Non. C'est juillet. Il faut la payer. Parfois, les résultats ne sont même pas encore sortis. C'est la sauvagerie. Toi, tu dois déjà payer. Tu payes quoi? Les parents ne doivent pas respirer. Merci. Ah, professeur, c'est vrai que ce n'est pas un ping-pong. Hein. Vraiment, nous allons évoluer. Les fonctionnements sont régis par les normes. Avant d'amener votre enfant dans un établissement, vous savez comment ça fonctionne. Bon, vous devez vous arrimer. La norme doit toujours... Blériot est dans le sens de l'éthicisation de l'affaire. Chacun ne va pas créer sa norme. Parce que les Camerounais laissent trop faire. Chacun ne va pas créer sa norme. On dit que l'école commence le 8 septembre. Il faut qu'on finisse les paiements le 30 juillet. Ce n'est pas une norme et le ministère doit refuser cela. Très bien. Merci. Hein. Nous insistons, nous allons bien enquêter sur le cas Fleming, hein, du côté de la montée des Sœurs. Je pense à la montée des Sœurs. Montée Maison Blanche. Montée Maison Blanche. Montée Maison Blanche à Biamassi. C'est quand même un établissement bien connu. Et bien réputé. Bien réputé. Mais bon, c'est que nous avons reçu comme dénonciation ce matin. Parce que c'est une dénonciation. Ça nous dérange un tout petit peu. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la toute première touche pause. Claudia Nja, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce mercredi matin, c'est un plaisir. Et il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui a écrit que vraiment Parfait, tu es un très grand modérateur, mais ton affaire, tu apprécies toujours l'habillement de Claudia là, son rouge à lèvres fait en sorte qu'on se dise que tu as un manque d'inspiration. Oh là là, la personne avait beaucoup de choses à dire. Hein? Mais tu as particulièrement un très bon rouge à lèvres ce matin. Merci, Parfait ici. Synonyme de l'amour vivant. L'amour vivant. Et c'est ça le manque d'inspiration. Vous en avez tellement. Parfait, alors, têtu, hein? Très têtu. Oh, on va faire quoi avec ce gars? Il dit que je ne dois plus parler du rouge de Claudia. Le lendemain, il vient parler encore du rouge de Claudia. Peut-être c'est un admirateur secret. Hein? Non, ce sont des aigris. En fait, il aime Claudia. Et le fait que moi j'ai cette chance, cet honneur, ce privilège, ce prestige d'être avec Claudia tous les matins, elle est à côté de moi, nous pouvons nous faire des bises. Et ça l'énerve. Ça l'énerve. Il commence à nourrir une jalousie. En fait, il aimerait être à ma place. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est clair. Claudia, tu es jolie ce matin. Merci, Parfait. Ça va encore énerver ce monsieur. Beaucoup de personnes. Alors, Parfait, ici, je vous propose un exercice très rapide. Hein. Alors, est-ce que vous voulez l'argent en fin d'année? Vous recommencez à poser les questions ici. Non, je ne pose pas les questions. Est-ce que vous voulez l'argent? Et je m'adresse Moi, je veux de l'argent à tout moment. Et des cadeaux également. À tout moment, pas spécialement en fin d'année.
Alors, je pense qu'on devrait faire un petit big up à tous les membres de nos différentes familles qui vivent du côté de la diaspora. Donc, chacun d'entre nous va imiter un membre de sa famille parce que quand ils arrivent souvent en décembre, c'est avec un petit ton. Donc, on devrait faire les appels de balles pour avoir des cadeaux en fin d'année. Alors, Blériot, tu as un membre de... T'as quelqu'un qui vit de l'autre côté, tu devrais l'imiter, on peut faire les appels de balles. C'est rapide, oh. Laissez-vous aller, laissez couler. Bon, moi, je viens de parler de mon petit frère qui vit du côté de Maryland. Bon, mais c'est un garçon gentil. Très gentil. Très gentil. Très sympa. Oui, donc, quand il est là, il aime s'habiller en culotte. Il est en chaussettes blanches. Et il aime que ses petits frères marchent derrière lui. Pas en chaussettes rouges. Non, en chaussettes blanches. Et voilà, donc, mais pourquoi tu refuses beaucoup quand on dit chaussettes rouges? Non, c'est moi qui m'habille en chaussettes rouges. Ah, dans la famille, depuis un certain temps. C'est moi qui suis dans les choses. Mais toi-même, tu ne t'habilles jamais en chaussettes rouges. J'ai changé. Ah, j'ai changé. Tu as viré? Oui, depuis. Non, je ne m'en cache pas. Et que symbolise les chaussettes rouges? Voilà. Il faut voir qu'il y a beaucoup de rouge. Rouge, voilà. Donc vous montrez également votre rose. Voilà. Vous avez changé pour devenir quoi? Vous devenez ce que je devais être en fait. Donc, si vous me cherchez encore là-bas, je ne suis plus là-bas. J'ai changé. Claudia, oui. Nous allons aller en kiosque, non? Je ne vais pas continuer avec tes interviews. interviews. Il y a le professeur Claude Numbisi qui doit faire un coucou à, je sais pas, à une amie ou un pote qui vit du côté de la diaspora. Alors, comment il se comporte quand il est au pays? Bon, moi, j'en ai tellement, mais je vais prendre le cas de mon ami Nicolas Peña. Il va dire, écoute, Désiré, tu vois, il va falloir qu'on apprenne un peu. Et tu sais, à partir de maintenant, moi, je ne vais pas n'importe où. Hein. Moi, ce que j'attends, c'est vous parfait. Les gens comme moi, je connais la diaspora sont trop chichés. Donc vraiment. Tu ne dois faire pas de coucou. Ils ne me donnent presque jamais rien. Et ça m'énerve. Parce que moi, je savais que quand tu es déjà à la diaspora, et de temps en temps, tu regardes ton téléphone, il y a quelque chose qui tombe. Ceux qui sont de ma famille, hein, ils sont trop chiches. Mais par contre, il y a même des gens qui ne sont vraiment pas ni de près ni de loin de ma famille, de temps en temps qui me surprennent avec des petits cadeaux, avec des jolis dons. À cela, je dis merci ce matin. Mais les gens de ma famille qui sont de la diaspora, là, moi, je ne connais pas, hein, je ne comprends pas. Non, ils savent que tu es à Brice. Ah bon, oui, ils C'est savent que ce que j'allais dire aussi. Ils savent il y a le riz. Tu es même capable d'envoyer là-bas. Ah bon? Mais est-ce que je t'ai dit que mon petit frère me donne quelque chose? Il sait que j'ai Brice. Merci, hein, Claudia. Tu nous amènes à faire un exercice très compliqué. Mais allons rapidement du côté des kiosques. Que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce mercredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de prime qualité cacao. 129 millions de francs CFA, le Oignon et l'Oignon Infomo promettent un 100%. À Paul Biya, le 12 octobre, à la page 3, nous renseigne que les producteurs des deux départements des régions de l'Est et du Centre ont respectivement ce 2 septembre dans les arrondissements de Mboma et Ayos reçu du ministre du Commerce l'appui du chef de l'État élevé à 69 et 60 millions de francs CFA. Aussi, Luc Magloire Mbagatangana leur a-t-il délivré le double message de confiance et d'espoir du président de la République. Le quotidien Info Matin nous propose deux actualités. Tout d'abord, en grande tribune, ce jour, Dieudonné 20 commence par parler de la mauvaise qualité du réseau. La RT accentue la pression sur MTN, Orange et Camtel. L'agence de régulation des télécommunications dirigée par le professeur Philémon Zozam renforce son dispositif de contrôle afin de garantir aux abonnés un accès régulier aux communications électroniques. Aussi, de nouvelles sanctions sont-elles annoncées contre ces opérateurs pour, entre autres, non-respect de leur engagement d'investir en 2023 156 milliards de francs CFA dans l'amélioration de leurs équipements. Au bas d'une de ce journal, vous retrouverez cette actualité concernant les champs, écoles, paysans dont le Kunki, l'IRAD accompagne l'initiative d'une minerésie.
On poursuit avec l'économie quotidienne des Thierry Ekouti qui s'intéresse également ce matin à la qualité du service. La RT intensifie les opérations de contrôle sur le terrain face à la montée des plaintes sur la dégradation des services, voix et data des équipes de l'agence de régulation des télécommunications effectuent en ce moment des missions dans la région de l'Est et les régions septentrionales. Objectif, impulser les actions correctives là où les écarts sont constatés. On change d'actualité pour parler d'autre chose avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. On parle de médias et présidentiels, l'impératif de responsabilité. Il faut entendre par cette actualité que le rôle central de la presse durant le processus électoral était au centre d'une table ronde organisée hier à Yaoundé par Elections Cameroun sur le droit à l'information. Cet échange franc a été l'occasion d'interpeller à nouveau les journalistes contre les dangers de la désinformation et sur l'exercice du métier dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. L'information est à lire de la page 7 à 10. Le Messager est en kiosque ce matin. Le tabloïd place un mot sur la présidentielle 2025. L'on peut lire en grande tribune ce matin l'insulte historique de la France. Selon le cinéaste Jean-Pierre Bokolo, un ambassadeur français qui annonce la candidature d'un président camerounais dont le mandat conduirait jusqu'à ses 100 ans est la preuve d'une souveraineté confisquée et d'un avenir verrouillé par un passé colonial qui se perpétue. L'information est à lire en page 9 de ce journal. Le quotidien Mutation nous amène du côté du Grand Nord. Ici, l'on parle du mémorandum de Tiroma. Dans une lettre incendiaire adressée au président de l'Assemblée nationale, le candidat du FNC fustige les retards à criade en matière de services de base et la misère des populations du Septentrion. Il fait observer que Paul Biya n'a reçu aucune élite du Grand Nord en audience depuis plus de 5 ans. L'ancien Mincom réitère que Paul Biya n'est plus en capacité d'exercer la fonction présidentielle. Entre autres actualités à retenir avec ce tabloïd, en page 5, affaire Martinez-Zogo, des témoins brisent le silence. Et puis en page 6, présidentielle 2025, l'ONU dénonce les exclusions et violations de droits humains. L'œil du Sahel est en kiosque ce 3e jour de la semaine. On parle ici du Grand Nord, le brûlot de Tiroma à Cavaillé-Guédibril. L'information est à lire de la page 4 à 5 ce matin. Avec le quotidien Le Jour, on parle de travaux publics, 110 projets routiers en examen, sortir des sentiers battus et trouver des solutions innovantes face aux difficultés, tel est le son de la revue qui se tient du 2 au 4 septembre à Yaoundé. L'information est à lire en page 6. Au bas de une de ce journal, Aman Mana nous donne cette actualité en nécrologie. Edward Kingé a cassé sa plume. Le journaliste et chroniqueur qui officiait dans la presse camerounaise depuis plus de 40 ans est décédé lundi 1er septembre 2025. Je clôture cette revue de presse avec le journal Repère qui nous amène du côté du Mayo d'Anaï. Banyola promeut l'excellence scolaire. Près de 600 élèves issus des lycées de Doukoula, Ngouentala et d'Achika viennent de boucler quasiment 4 semaines de cours de soutien gratuit. Session clôturée par la remise des cartables, manuels didactiques et cahiers aux apprenants. Projet humanitaire mené dans le cadre de l'opération Vacances utiles initiée par le secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal parfait à ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Hein. Bonne journée à vous également parfait ici et surtout bonne suite d'émission. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Elle est redevenue petite, finalement. Bon, c'est vrai que nous avons également cette note triste ce matin. Il s'agit de la communauté Elega qui a donc la profonde douleur d'annoncer le décès de leur patriarche Bala Betebe, Jean-Marie Dieudonné, décès survenu le 16 août 2025 au centre hospitalier universitaire de Yaoundé des suites de maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Nous adressons donc toutes nos condoléances à Info TV avec à cette grande communauté Elega qui a donc perdu un de leurs patriarches en la personne de Bala Betebe, Jean-Marie Dieudonné. A tout de suite pour la suite.
passons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, une dame m'a rencontré hier et elle m'a posé un problème tout à fait rocambolesque. Elle appartient à une église de réveil, mais là n'est pas le problème. Elle est âgée de 28 ans. Elle est membre de cette église depuis 3 ans. Et là-dedans, le pasteur a eu l'inspiration qu'elle devait être l'épouse d'un des membres de l'église. Un frère en Christ. Un frère dans leurs affaires. Le frère, c'est quelqu'un qui a des moyens et qui soutient bien l'église. Sauf que le mariage est en train de se préparer en ce moment. C'est-à-dire tout est en train d'être mis sur pied pour préparer le mariage. À l'origine même, j'étais chargé de lui trouver un modérateur, un impresario pour ce mariage. Mais une sœur de l'église est venue lui faire une révélation il y a quelque temps. Elle lui a dit, le pasteur veut te mettre avec ce monsieur parce qu'il a de l'argent, mais de toi à moi, ce monsieur ne fonctionne pas. Alors, comme ils ont pour principe de ne pas aller au lit avant le mariage, le principe, c'est que... C'est une sœur de l'église. C'est une autre sœur de l'église. Qui passe l'information. Qui va souffler à celle qui est en train de préparer son mariage. Que ma sœur, je te vois la joie et tout. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Le monsieur là, tout ce qu'il a là, c'est l'argent. C'est pour cela que le pasteur l'aime et le soutient. Mais le Pays-Bas... Mais la Hollande, il n'y a pas... Les habitants de là-bas, c'est des gens qui sont tous morts. Donc, alors, elle est dans cette situation. Ce d'autant plus que dans leur église, ils font aussi une forme de mariage religieux. Les deux mariages sont donc programmés. Lorsqu'ils seront revenus de la mairie, le pasteur va célébrer leur mariage religieux. À l'église. Elle est très gênée parce qu'elle m'a fait une autre révélation qu'elle est encore vierge. Elle m'a dit qu'elle est encore vierge. Elle a déjà 28 ans. 28 ans. C'est un record au Cameroun maintenant. Hein? Bon, je ne vous dis pas que cette information ne m'a pas laissé indifférent. Ah bon? Alors, elle est gênée parce qu'elle a beaucoup de valeur. Ça, il faut le dire. Elle se voit dans un mariage où elle n'aura pas de satisfaction dans ce domaine. Est-ce qu'elle devra aller voir ailleurs? Ce n'est pas comme ça qu'elle a conçu la vie. Très bien. Ce n'est pas le matériel qui l'attire, ainsi de suite. Donc, voilà la situation. C'est la jeune dame qui est venue vous rencontrer. Oui. D'accord. Professeur Noubicier, ça tombe bien une fois de plus parce que vous êtes là. Nous sommes là dans des problèmes de société. Vous êtes psychosociologue. Nous sommes même également dans même des problèmes psychologiques. Alors, la dame se pose toutes les questions du monde, même si... comme quelqu'un posait la question sur ce plateau, comment l'autre sœur de l'église, elle a su que le donateur, là, le faroteur ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas. Bon, passons. Bon, voilà l'information qui a été donnée. Et la future mariée ne sait à quel sens se vouer. Votre regard. Je n'aimerais pas être à la place de cette future mariée. Et je pense que le contexte est beaucoup plus relativement ouvert pour connaître ce genre de situation. Déjà que la dénonciation de M. Blériot ce matin nous impose une immersion dans le monde des églises et dans le monde des structures religieuses. Ce sont des univers extrêmement très compliqués où parfois les liens, même les liens maritaux, se font sous le prisme de la prophétie ou sur le prisme des révélations spirituelles. C'est-à-dire que le pasteur vient le matin, il dit que Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit que la sœur telle doit se marier avec le frère tel de l'église. Oui, et tout le monde dit Amen. Et ça se consomme également. Mais la question la plus centrale également, qui est la nôtre, c'est la consommation du mariage. Et la consommation du mariage de nos jours ne se fait pas seulement financièrement, parce qu'apparemment ce monsieur est nanti financièrement, mais une autre consommation, c'est un peu ce qui fait l'équilibre des couples aujourd'hui, c'est la consommation sexuelle. C'est-à-dire que si ce monsieur n'est pas capable de remplir cette fonction, qui chez moi peut être une fonction régalienne, ça peut être un gros handicap pour la réussite de leur mariage. Mais je vais également vous faire partager les expériences que je reçois dans nos cabinets, dans les cabinets dans lesquels j'interviens. Il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont prêtes à épouser des hommes qui ne fonctionnent pas. Je vous assure, le contexte est extrêmement dynamique. Il a
beaucoup évolué. Elles te disent que si le monsieur a beaucoup d'argent, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de gadgets, voilà, de gadgets, de sexe artificiel, des sextoys. Voilà, des sextoys. Elles vous disent ça, c'est pour dire qu'elles ont tellement. Il y a même un truc qu'on vend souvent au marché, là, hein, c'est pas comment on a oublié ça. Le concombre. On vend ça, là on vend les condiments, là, il y a souvent le truc là. Mais les femmes achètent ça beaucoup. Hein. Bon, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la dénonciation de M. Bleureux, elle est extrêmement ouverte. Et le regard que je peux apporter, c'est celui de dire que le problème, c'est la psychologie de cette femme. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est une femme qui est pieuse, qui s'est donnée religieusement et spirituellement et mentalement, qui ne voudrait pas entrer dans la débauche sexuelle. Parce que plusieurs filles qui pratiquent ces usages pour les rapports sexuels sont dans une autre démarche. Mais elle a sa structure, ses prédispositions mentales, son équilibre à sauvegarder. C'est cet équilibre-là qui va chuter, qui va faire problème, qui va devenir la problématique du vécu du mariage. Elle va vivre un mariage dans la détresse, elle va vivre un mariage qui va lui apporter, lui imposer un ensemble de contraintes comme celle d'aller voir ailleurs, mais également comme celle de faire usage de pratiques auxquelles elle n'était pas prédisposée. C'est la dimension mentale de cette fille qui m'intéresse. Mais pour dire de manière générale, alors, que doit faire cette fille? Voilà. Que doit faire cette fille? Ça, c'est la question la plus pertinente. Ouais, parce qu'elle a besoin de nos conseils. Hein. Si elle me rencontre en tant que psychologue, moi, je veux lui dire, connaissant l'impact de la sexualité, de la libido, de la satisfaction sexuelle sur l'équilibre de l'individu et même sur la construction de la personnalité, je vais lui dire de ne pas accepter le mariage. Surtout qu'il y a un détail, ce n'est même pas un détail, hein. Il y a un aspect important, c'est que la fille, là, elle n'a encore rien fait. Oui, c'est ça la difficulté. Donc, elle a encore, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'elle n'a encore rien fait. Mais si au moins même, elle avait déjà su comment ça se passe, elle pouvait se dire que bon, elle a peut-être rempli les batteries, et que bon, ça va. Mais elle n'a encore rien fait. C'est la plus grosse difficulté, M. Parfait. Donc, vous demandez à cette fille de laisser cette affaire. Mais entre-temps, quand même, est-ce que... professeur, j'attire ton attention, hein. Le fait que ce soit une sœur de l'église qui vienne lui dire que ton futur mari là, il ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas, est-ce qu'il ne faut pas aussi craindre qu'il y ait une manipulation, une instrumentalisation? Ça peut être une jalousie, peut-être la sœur de l'église veut gâter cette affaire, alors que le monsieur n'a même aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que la fille aille tester. C'est parfait. Moi, je vais dire ceci. Connaissant le registre mental tel qu'il a été décrit par M. Blériot, moi, je vais dire à la fille de faire trop attention. Déjà que si elle est venue rencontrer M. Blériot, c'est parce qu'elle est dans l'incertitude de la décision qu'elle va prendre. Tout à fait. Alors moi, le conseil que je peux donner rapidement, c'est de lui dire de ne pas s'engager dans ce mariage-là. Très bien. Renaud et Boto, ça tombe aussi bien parce que vous êtes également écrivain. Ça peut vous inspirer, hein? Un ouvrage, un roman. Une histoire quand même amusante, mais en même temps pertinente. Qu'est-ce que vous dites à cette jeune dame? Non, moi, je vais lui demander de ne pas épouser ce monsieur pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, premièrement, la prédiction du pasteur est motivée par l'argent, le pouvoir financier du monsieur. Donc, vous voyez bien qu'on se retrouve dans une mauvaise église de réveil où on a des prédictions à tête chercheuse en fonction du client. Donc, certainement, le monsieur fortuné est intéressé par la jeune dame parce qu'elle doit être belle physiquement. Certainement. Et ils savent qu'elle est encore pure, elle est vierge. Donc, c'est un profil parfait pour le monsieur. On veut offrir un bon produit à celui qui donne de l'argent à l'église. Celui qui donne beaucoup d'argent. Un produit juteux, un produit encore frais. Exactement. Donc là, il y a un problème. Maintenant, sur le second plan, la sœur d'église qui vient lui souffler que le monsieur ne fonctionne pas. Voilà, il ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'elle l'a su? Parce que si elle l'a su à travers une confession du pasteur, le pasteur qui lui aurait confessé que le monsieur ne fonctionne pas, ou alors qu'elle a vraiment testé avec le monsieur et que ça ne fonctionne pas. Elle dit que c'est une église qui n'est pas bien. C'est une église bizarre. Une église qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans cette affaire, dans cette église. Donc, le monsieur, soit il a eu à tester d'autres jeunes filles dans l'église, soit son affaire est connue. De toutes les façons, ce n'est pas un bon plan pour une jeune femme qui désire fonder un foyer. Je rappelle qu'on se marie pour être d'abord heureux et épanoui. On ne se marie pas
pour vivre la richesse. On se marie pour être heureuse et épanouie avec son homme. Ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que le rapport sexuel est un élément important du mariage. Une femme qui va se marier... important dans le mariage, mais Oui. pas déterminant. C'est même la chose la plus importante du monde. On se marie pour faire les enfants en Afrique. Est-ce qu'on se marie en Afrique pour... un monsieur qui n'a pas d'érection, ne peut pas... Je ne sais pas s'il peut faire des enfants. Il va faire comment pour faire des enfants? On se marie en Afrique pour faire les enfants. C'est ça le mariage en Afrique. Si vous mariez en Afrique, vous n'avez pas d'enfants, je ne sais pas à quoi ça sert le mariage. Maintenant, Pour chuter. Maintenant, pour chuter, je pense que cette jeune femme, lorsqu'elle trouvera, elle ressentira le désir de se marier, elle devra tout simplement se mettre en prière et demander à Dieu de lui trouver un bon mari. Mais celui qu'on lui présente pour le moment là m'a pas l'air d'être quelqu'un d'indiqué pour son mariage. Elle a beaucoup à offrir dans ce mariage, notamment sa virginité qu'elle a gardée pendant 28 ans. Maintenant, il faudrait qu'on vérifie, est-ce qu'elle est vraiment... Parce que les vierges du Cameroun, c'est là, il faut s'en méfier. Il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Est-ce qu'elle est véritablement vierge? On se méfie de nos vierges. Vous voyez, parce qu'on a des vierges là qui vont vous dire que non, ce n'est pas totalement entré. Donc vraiment, nos vierges là, il faut s'en méfier quand même. Si elle est véritablement vierge, je ne vois pas Vous devez avoir une grande expérience en la matière. Hein? je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle irait donner toute sa virginité à ce monsieur. Yaya Bello, problème d'érection. Yaya Bello, un problème un peu compliqué, une église pour certains bizarre. Maintenant, le monsieur, le donateur, lui, il a besoin certainement de cette femme. Le pasteur également est dans la logique de continuer à subtiliser de l'argent. Maintenant, personne ne se soucie du bonheur de la jeune dame. Alors, je crois qu'il faut dire une ou deux choses d'abord, avant de donner un conseil à la fille. Déjà, le mariage, c'est bien. Le mariage a pour objectif de perpétuer la race humaine. Tout à fait. Le mariage est une institution à la fois religieuse et même juridique qui permet donc, à l'espèce humaine de se perpétuer. Maintenant, pour que deux personnes, deux conjoints s'engagent dans un mariage, il faut que les deux soient vivants et viables, donc en bonne santé. Et le fonctionnement, j'ai envie de dire, des organes de base, ça fait partie également comment dire, de la viabilité. Tout à fait. Donc, un homme dont les organes de base ne sont pas opérationnels n'est pas viable, donc ne peut pas être engagé dans un mariage. Il faut dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la dame? Moi, je pense qu'il faut confronter le monsieur. Je ne Confronter demande... comment? Vous posez la Très question. bonne question. Je ne demande pas à la dame d'aller essayer, d'aller voir si les organes de base fonctionnent. Non. De mettre l'homme face à ses responsabilités. Je lui dis, bon, ok, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, à elle donc, soit d'accepter que le monsieur s'engage sur l'honneur. C'est-à-dire que, bon, ok, si le monsieur dit, moi je suis bien, je fonctionne bien, ok, on se marie. Que ce soit le droit religieux. Et si on se marie alors que le monsieur avait menti, que ça fonctionnait? Justement, je suis en train d'arriver pour dire qu'il y a aussi le divorce qui est institué, non? Que ce soit sur le plan du droit, disons, canonique ou religieux, ou bien du droit on peut se marier, civil. après on divorce une semaine Oui, après. le divorce également, c'est une institution qui a été prévue. Donc, la dame a deux options. Soit elle confronte le monsieur et dit au monsieur, bon, ok, voilà l'information que nous avons appris, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, si le monsieur conteste, il s'engage donc sur l'honneur. Et que s'il y a mariage et qu'il s'avère que ce n'est pas vrai, le divorce. C'est même pas un divorce, c'est Maintenant, la nullité du mariage. l'autre Le mariage option- est nul et non Voilà. et de nul effet. L'autre option, c'est que la dame se désengage, tout simplement. Et je salue également ce genre de personnes, ce genre de dames, qui à cet âge est encore... Vous la félicitez, chaste. hein? Ben, je la félicite. Parce que maintenant au Cameroun, si on commence à chercher les filles vierges, j'ai peur qu'on descende trop bas. C'est-à-dire peut-être commencer à avoir 11 ans. partir de 11 ans. J'ai peur de dire qu'il faut descendre encore. Voilà. Et elle est chaste à cet âge. Et à son âge, elle cherche le mariage. Très bien. Parce que moi, j'ai déjà vu les femmes de 38 ans qui vous disent que non,
elles sont encore jeunes pour se marier. Donc je crois que c'est une bonne dame. Bon, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur son choix en termes de religion. Elle a choisi sa religion, c'est tant mieux. Elle y est, elle est épanouie. Déjà, c'est même l'épanouissement qui l'amène à vouloir aussi avancer dans la vie, à vouloir se marier avec des membres de l'Église. Donc, elle confronte ce monsieur sans aller essayer. Merci. Hein. Alors, Alain Douk, est-ce qu'il n'y a pas une autre option, hein, parce qu'il y a plusieurs options dans le cadre de cette dénonciation. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Prenons le cas où effectivement le monsieur ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas. Est-ce que la dame ne peut pas se dire, bon, je m'engage, mais on peut trouver une solution. Il y a des médecins, on peut aller à l'hôpital, il y a des initiés au village, on peut lui donner des écorces, parce que moi je connais des gens là au village de ma maman en Vengru qui ont des poires. Tu connais la poire? On te file quelques poires là, en quelques jours et on réveille cette affaire. Voilà. Oui, c'est une option. Mais la plupart du temps, on dit qu'il n'y a pas de risque zéro. Et si le monsieur est plutôt dans une condition sanitaire où, quel que soit, bien qu'on ait envisagé le genre d'option en question, ça ne va pas marcher. On ne réveille pas parce que vous le savez, il y a des gens, hein, il y a des gens qui, sur le plan de la rituelique, ont offert, par exemple, leur virilité, leur fertilité, etc. Ouais. Et c'est irréversible. Tout à fait. Si on est dans ce chemin, ben, c'est perdu d'avance. Je veux saluer le pasteur. Hein, le pasteur, là, nous sommes dans une équation là de clientélisme, calculateur, prophétique, à la sauce. Laissez le pasteur dans son business. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir, dès que le pasteur a dit, Dieu m'a dit que c'est ton mari et tout, donc toi tu n'as plus de mots à dire. Blériot, est-ce que tu as soufflé si elle aime même d'abord le type en question? Elle aime. Elles sont en discute avec Dieu. Ah, on ne discute pas avec Dieu. Non. Le pasteur a dit. C'est une révélation. C'est une révélation, on ne discute pas, monsieur. Donc maintenant, ce sont des dogmes. Nous, on vient supputer là, on conjecture. C'est une histoire où je ne connais même pas les sentiments de la fille. Si elle-même, elle est là, c'est une soumise. Dès que le grand pasteur, hein, d'illusion clientéliste a dit ceci. Mais en même temps, Alain Douk, sans toutefois t'interrompre, est-ce que tu n'as pas également l'impression que ce pasteur est quelque part à féliciter? Parce que pour ce genre de gibier, excusez l'expression, dans nos églises de réveil, 28 ans vierges, beaucoup de pasteurs eux-mêmes allaient chercher à tester. Oh, c'est bien que tu aies en parlé finalement. Bah, non, c'est sûr qu'il est marié. Je suis sûr que si le gars n'était pas marié, il allait me pister la fille en question. Je suis sûr qu'il est marié, quoi qu'on m'en dise. On doit saluer la fille ici pour les 28 balais. Dans sa chasteté. Moi, j'ai connu par le passé quelqu'une comme ça, elle est passée de vie à trépas aujourd'hui, qui jusqu'à ses 27 ans et était encore chaste, était vierge, etc. C'est bien. Ça devient une denrée rare. Mais je dis que dans le cas d'espèce, Yaya Bello l'a attaqué sous l'angle qui m'arrange. Oui, il faut confronter le monsieur, lui dire, bah écoute, est-ce que tu pourrais me rassurer sur le sujet? C'est vrai que ce sont quand même des conversations bizarres. Hein? Non, la situation est tellement grave et les enjeux. Est-ce qu'on pose des questions comme ça à Nadjel? Attends, tu blagues ou tu fais quoi? Tu connais les enjeux. Mais si elle prend le risque d'aller tête baissée dans cette situation, elle sera malheureuse. C'est malheureux. Le monsieur a l'argent. Ah bon? Oui. Tu penses que l'argent va remplacer ça? L'argent ne va pas remplacer ça. Je suis désolé. Elle devra chercher. Il y a des choses que les femmes utilisent. Elle devra chercher un sapeur-pompier. Ça va contre sa morale, sa pureté, etc., son éthique. Et ça ne va pas le faire. Donc, du coup, elle sera malheureuse. Et vous savez, les divorces ne sont pas faciles dans notre contexte à prononcer souvent. Surtout s'il y a un des partenaires qui s'y oppose. Il peut donc verrouiller sa vie comme ça si elle continue tête baissée dans cette histoire. Or, elle n'a pas reçu d'assurance à ce sujet. Donc, il faut qu'elle vérifie ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi. Vous savez aussi, il y a des gens aigris. Et puis, vous savez, hein, un homme peut aller avec vous. Vous avez, je ne sais pas pourquoi, pour X raisons, vous avez des mauvaises vibrations. Vous êtes peut-être malade. Et avec vous, la femme, ça ne se lève pas. Ouais. Il y a des gens comme ça. Oui, peut-être lui, il aime travailler pour que vraiment, avec une femme à problème, ça ne le fasse pas.
dysfonctionnement. Ça ne s'est pas fait avec la sœur peut-être en question qui a dénoncé, hein, qui a averti, mais pas foncièrement parce que le gars est puissant. C'est ce que ça ne donne pas entre vous, ça ne matche pas. Hein? Je ne sais pas à quel niveau, mais ça ne matche pas. Donc il faut absolument, pour en avoir le cœur sûr, qu'elle vérifie ça, qu'elle en parle avec le monsieur, sans filtre, sans phare, sans gants. C'est essentiel. Merci. Voilà. Hein. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, plusieurs propositions, hein, plusieurs options dans le cadre de cette affaire. En réalité, nous sommes là pour voir comment cette dame peut être heureuse avec ce monsieur. Ou alors, je ne sais pas. Que faisons-nous? Parfois, ici, je vais accepter d'être prétentieux, mais la plupart de ceux qui ont parlé ne savent rien du mariage. Ah bon? J'ai beaucoup entendu parler de sexe, le sexe fait le mariage. Et le malheur, c'est que nous n'avons pas de femmes sur le plateau. Pour que les femmes nous parlent de la sexualité et du mariage. Les statistiques sont là. Moins de 20% de femmes trouvent satisfaction sexuelle dans le mariage. C'est vrai quand même. Je ne parle pas de l'acte sexuel. Je parle de la satisfaction sexuelle. Au moins, Bon, non, l'acte sexuel, même sans satisfaction, est encore plus frustrant. Oui. Vous parlez des femmes, pas de vous, qui prenez toujours votre plaisir. Dire que les femmes sont traumatisées sexuellement. Beaucoup se demandent même à quoi sert le sexe. Bon, Blériot, tu tiens tes Mais statistiques. pour quelle raison? Parce Vous que permettez que je continue? Le mariage. Vous permettez que je continue quand même? Le sexe, c'est pour la procréation. Hein. Non. C'est pour la procréation. Maintenant, j'ai aussi entendu. C'est pas un jouet. J'ai aussi Le sexe, c'est pour la Voilà, propriété. j'ai C'est aussi- pas un jouet. Voilà, j'ai aussi dans les entendu pays aussi, c'est qu'on se marie pour avoir des enfants. Chez les En Bassa, Afrique. oui, j'ai entendu ça. Chez les Bassa, on dit que ta parole a été plus grande que ta pensée. Parce que Ebotoa fait comme si, quand on n'a pas d'enfant dans un couple, c'est toujours le fait de l'homme. Ça devrait signifier qu'on ne doit pas épouser. Si on découvre que sa femme est stérile, on ne l'épouse pas. Bon, c'est pas exactement Bon, ça. donc fallait. Non, oui, mais Eboto te parle de l'idéal. non. c'est Oui, mais je dis C'est donc. ça, c'est ça. Je dis On donc, va pas prendre des actes. je dis donc ceci, les Africains qui se marient pour avoir des enfants, mon grand-père disait à sa mère, parce que quand mon grand-père va épouser ma grand-mère, la mère de mon grand-père lui dit que ma grand-mère est plus âgée. Et le père de mon grand-père, père entre guillemets, c'était son oncle, lui dit que cette femme ne va pas procréer. Mon grand-père a demandé à son père là, que quand ton grand frère épousait ma mère, est-ce qu'il avait fendu le ventre de ma mère? Il nous a vus debout. Tu n'iras pas m'accompagner à Macaque. Effectivement, ils ont bloqué le ventre de ma grand-mère 15 ans de mariage. Et elle a fini par enfanter. L'enfant est une grâce qui arrive dans le mariage. Même si ça nous semble mécanique. Même si ça nous semble mécanique. Vous pouvez faire des enfants dans votre jeunesse, vous vous mariez et vous n'en faites pas. Je ne vous ferai pas injure. L'homme qui m'a accouché, je suis son dernier enfant sur la planète Terre. Il a 43 ans de mariage. Vous pouvez. Il enseignait les filles chaque semaine. Mais quand il s'est marié, il n'en a pas eu. Il a fait 40. Donc, il faut déjà commencer par faire. Deuxième chose, Oui. nous qui sommes donc dans les mariages, le sexe a duré combien de temps dans le mariage? Le sexe. Nous sommes nombreux ici qui ne faisons plus l'amour à nos femmes. Ah bon? Oui! Sur ce plateau? Je dis ici sur le plateau aussi. Nous ici, pas ailleurs. Si nous mentons, qu'on appelle nos femmes. Maintenant, c'est-à-dire que ce que vous racontez. Tu veux faire qu'il y a le sondage là? Je dis que si nous manquons, on appelle nos femmes. Parce que nous venons ici. Le sexe, au départ du mariage, le sexe est MMS, matin, midi, soir. Après, ça devient mardi, mercredi, samedi. Après, ça devient le mois de mars, le mois de mai et le mois de septembre. Après, ça devient mes mains seulement. Bon, donc, vous croyez que les couples qui sont là, c'est parce qu'ils font l'amour. Beaucoup de couples ne font plus jamais l'amour. Ils sont là, les enfants. D'ailleurs, les chambres séparées et autres. Ce n'est pas l'idéal. Mais dire à une femme que ne va pas en mariage, l'homme qui te satisfait aujourd'hui, dans 6 mois ou 1 an, peut ne plus être capable de te satisfaire. Tu fais donc quoi? Tu rentres parce qu'il ne peut plus te satisfaire.
moi, je dis que, et dans nos traditions africaines, quand on avait un homme qui n'était pas capable de faire l'amour, est-ce qu'il ne se mariait pas? Et comment le village s'arrangeait? Ce n'est pas les Blancs qui nous ont apporté ces choses. On savait que le papa, s'il ne peut pas faire d'enfant, il se mariait. Donc la solution est là. Ce monsieur doit avouer qu'il est incapable et non pas prendre l'engagement sur l'honneur de dire à la femme que tu seras autorisé à aller avec un homme. Alors là, c'est pour ça que depuis Très le bien. début... Oui, Alain Dour va réagir. Allons-y, Alain Dour. Depuis le début, j'ai un problème avec le particularisme que Blériot établit en règle. d'accord. Or, nous, on va aller de ce qu'est l'idéal pour voir comment on se prémunir. Voilà. Blériot, écoute, tu ne vas pas dire qu'en réalité, l'expression consacrée, consommer le mariage n'a rien à voir avec la sexualité. Même bibliquement, elle qui est donc chrétienne, quand on dit que les deux deviendront une seule chair, la spiritualisation du discours et même le texte considéré pour ce qu'il dit exégétiquement, faire référence à la sexualité, monsieur. Exactement. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on Vous répondez à quoi? Je suis en train de te dire que quoi? Qu'en réalité, la solution que tu proposes là, tu vas faire d'elle une immorale. D'elle une quoi? Si elle accepte ce mariage, je vais faire d'elle une immorale. Tu sais comment beaucoup d'enfants sont nés dans nos villages. C'est quoi immorale? Qu'est-ce que toi tu dis moi là? je ne suis pas dans ta morale. Toi tu es dans quelle morale? Élastique. Si la femme de ton oncle ne peut pas le faire, si ton oncle ne peut pas aller avec sa femme, c'est de l'impudicité. Bon, ok, permets-moi donc d'achever mon propos. Oui. Tu vas parler de ton impudicité dans la morale là. Je dis donc, je dis ceci. Oh, je suis pas d'accord. Parfait à ici. Ouais. Aujourd'hui, cette femme-là, et le professeur a commencé à vous dire que beaucoup de femmes lui disent en consultation qu'elles sont prêtes à aller avec des hommes qui ne peuvent... La plupart de nos sœurs là, qui cherchent les vieux blancs en Europe, vous pensez que leur préoccupation d'aller en mariage, c'est le sexe? Vous pensez que leur préoccupation... Non, tu peux me laisser quand même, tu auras... C'est pas possible. Vous pensez que leur préoccupation, c'est le sexe de ces blancs-là qui vont bien leur faire l'amour? Très bien. Donc, si vous continuez de rêver, si selon vous, ce que les femmes recherchent chez nous là maintenant, quand elles veulent nous épouser, c'est si nous sommes capables de les satisfaire sexuellement, vous êtes perdus. Tu instaures dans la société de calcul. Allez-y. Tu instaures dans la société de calcul. Non, dis ce que tu as dit. Justement, c'est de ça qu'il est question. On est dans une capitalisation de la société où les rapports sociaux sont totalement faussés, erronés. Les gens sont dans la logique de calcul totalement dépravée, où tu dis que tu es l'épouse de quelqu'un, mais tu seras la pimbèche de X hommes. Faut qu'on soit sérieux, Blériot. Oui, mais s'il te plaît. Oui, allons-y rapidement, Renaud. Dans l'Église catholique, il y a les équipes Notre-Dame. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui travaillent sur les couples. Et là-bas, on va vous expliquer que le mariage entre un homme et une femme, d'abord, il faut préciser, entre un homme et une femme, c'est important. C'est comme ça au Cameroun. Ça se consomme. Ça se consomme. On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Ce que Blériot a oublié de dire, c'est que l'argent également, ça finit. Hein? Il n'y a pas que l'argent finit. Le monsieur peut devenir pauvre demain. Et si c'est la raison pour laquelle la fille l'a épousée, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Donc le mariage se consomme. Nos mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne font plus l'amour. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais c'est aussi une cause de divorce, il faut le dire. Oui, parce que les gens ne font plus. C'est-à-dire que si vous faites régulièrement l'amour avec votre femme, le matin, vous êtes détendu. Et il y a un bel équilibre. Un bel équilibre. Et les femmes qui n'acceptent plus que leur mari les touche, elles savent où est-ce qu'elles prennent le plaisir, ainsi de suite. Même les hommes qui n'acceptent plus toucher leur femme, ils savent où ils prennent le plaisir. On passe la parole au psychosociologue qui enregistre ces cas au quotidien. Nous avons un problème sur ce plateau. Cette dénonciation est très importante. Nous allons même dire un peu plus en profondeur. Elle est vraiment trop importante, mais la réalité, c'est que certains vécus sont subjectifs. Vous savez que ce n'est pas toutes les femmes qui aiment l'acte sexuel et l'activité sexuelle. Ce n'est pas tous les gamins, les femmes qui aiment l'argent. Quand on n'aime pas le sexe, on ne se marie pas. Permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. C'est quelque chose d'abord qui est trop subjectif. Parce que quand vous entrez dans la psychologie des femmes, elles ont des individualités et des spécificités. Moi, avant de commencer mes propos, je l'ai dit, c'était un compte rendu. La femme, elle m'a dit, je suis prête à épouser un homme qui est puissant.
elle sait sur quoi elle compte. C'est-à-dire que pour elle, son équilibre social, c'est que son mari soit riche et que la sexualité, elle sache comment elle va gérer. Mais le cas de cette femme qui nous intéresse, c'est qu'il y a un ensemble d'informations que si elles ne sont pas cohérentes, elles peuvent créer une détresse psychologique chez cette femme-là. C'est pourquoi je lui ai dit d'être très prudente et de ne pas céder à la pression qu'elle reçoit, c'est-à-dire la pression du choix de l'époux. Il y a un ensemble d'informations qui entrent parce que le mariage, c'est une question d'équilibre et de constance et de dynamique et beaucoup plus de compatibilité. Lorsqu'on ne retrouve pas ça, c'est pourquoi les taux de divorce sont extrêmement croissants. Je vais finaliser un livre là-dessus. Au Cameroun, aujourd'hui, on parle de près de 30% de mariages qui finissent par le divorce. Au niveau mondial, même chose. En France, c'est un mariage sur deux. En Côte d'Ivoire, c'est 47%. Le livre que je suis en train d'écrire parle de cette question. C'est pourquoi je me suis dit, posons cette problématique en restant dans la subjectivité. Cette fille, elle a un ensemble d'informations que, si elles ne sont pas dynamiques, elle va passer toute sa vie dans la souffrance. Déjà, c'est une fille qui n'a pas eu de rapport sexuel. Ça veut dire qu'elle s'y attend, elle s'y prépare. Elle est vraiment dans une posture de préparation à la première rencontre, au premier rapport sexuel. Si son mari ne lui apporte pas satisfaction, ça va être problème. Juste également pour vous dire, M. Blaireau, c'est que les statistiques sont effrayantes. Une femme sur 10 atteint l'orgasme. C'est peut-être ce que vous dites. Non, les statistiques me disent, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais c'est la frustration. C'est effrayant, non? Les statistiques disent qu'une femme sur 10 atteint l'orgasme. Donc tu ne peux pas commencer à chercher l'orgasme dans tous les mariages. On peut pas. Mais également, l'acte sexuel, ce n'est pas seulement l'orgasme, c'est également un ensemble d'informations qui accompagnent l'orgasme. Mais l'acte sexuel, ce n'est pas aussi seulement la pénétration. Il faut aussi le dire. On peut faire l'amour sans pénétration. L'acte sexuel, c'est pas seulement l'orgasme. Le tantrisme. Nous sommes en télévision. Oui. Contrôlons les expressions. Mais la pénétration, je n'ai pas dit. Lorsque l'Europe pénétrait l'Afrique, je t'ai mis facilement un exemple. Professeur. Comme nous sommes dans une émission éducative, c'est pédagogique. C'est beaucoup plus pédagogique et chaque femme, chaque homme sait pourquoi il ou elle va en mariage. Merci. Allons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Ma table dernière génération est en forme ce matin. Bonjour à vous. Sachez qu'on réactive la personne sexuellement faible, mais on ne réveille pas un mort. C'est Alain de Beaumier-Belle. Voilà. Bah ça, son Bonjour à la veste carolée de la modération et aux sapeurs de la consultation. Pour la dénonciation, s'il est établi que tous les habitants du Pays-Bas sont morts, il est impératif de ne pas se marier à ce monsieur malheureusement, car elle ne peut pas aller tester car elle veut garder sa virginité jusqu'au mariage. Ouah, ces messieurs vont me finir que le sexe n'est pas un jouet. Jules et Hervé Fomon depuis Bata, en Guinée équatoriale. C'est Yaya Bello qui l'a dit. Il dit que le sexe c'est pour faire les autres. Ce n'est pas un jouet. C'est bien un jouet en fait. Il faut jouer avec. Bonjour au barreau du micro. Et spécialement aux deux meilleurs amis du monde, Parfaïs et Blaireau Niemek, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le thème. S'il vous plaît, où est passé Bernard Basson, Adalbert, depuis la prison de Youbel? Bernard Basson est maintenant dans un cabinet d'avocats. Un autre message, hein? Bonjour, et là c'est un message du plus 33 la France. Bonjour, le son est très bas et très aigu de temps en temps. Bon. Notre ingénieur de son écoute. Bonjour le panel. Pourquoi personne ne met en cause la bonne foi de la rapporteuse? Ne serait-elle pas jalouse de la future épouse? Il faut faire des enquêtes pour se rassurer. Mama depuis Yaoundé. La meilleure enquête, hein, c'est que la fille qui doit être mariée aille tester. On va donc savoir comment que la rapporteuse ment ou bien ne ment pas. Bonjour au panel, c'est pasteur si capable des miracles. Celui-ci ne peut-il pas réveiller les organes de base de son disciple, Amidou Yaya Angaondéré? Bonne question. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, le docteur Lemakouma ne peut-il pas porter secours à ce monsieur, Papa Joseph Dongosso? Oui,
le docteur de Makoma peut intervenir. Bonjour parfait et ton panel. Pour la dénonciation, le pasteur est l'initiateur de ce futur mariage. Mieux que la jeune fille retourne voir le pasteur et lui soumette le problème et confronter la rapporteuse et elle, sans introduire d'abord... Qu'est-ce qu'il dit là? Si ce n'est pas la jalousie, apôtre Siké depuis EDA. Ah, bonjour apôtre. Bonjour parfait, ici et tout ton panel, on ne vous reçoit pas à la télévision. Problème de réception, c'est votre canal qui a ce problème. Bon, je sais pas, hein. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît, arrêtez de polémiquer sur ce qui a déjà une solution. Votre cher ami Le Makuma va manger quoi? Blériot, de grâce, passe d'abord le numéro de Le Makuma à la jeune dame en... en quoi? En se soilinguer. Ça veut dire quoi ça? C'est Christian Cédric depuis Ngaoundéré. Oh, bonjour, espace miné, vierge. Les femmes d'aujourd'hui peuvent être vierges devant, mais... Oh là là. Celui-là, alors... Je ne vais pas jusqu'à la fin, je saute. Parce que vous pensez que... Bonjour parfait, bonjour à tout le plateau d'Info TV. Par rapport à la dénonciation de Blériot, je voulais dire que cette femme doit mener sa propre enquête. Il faut que pendant les préliminaires, caresse, baiser, etc., elle touche aux Pays-Bas, juste pour se rassurer de la véracité de l'information sur le dysfonctionnement sans coucher ensemble. Vous êtes une blagueuse, hein? Donc le monsieur est un laboratoire. J'ai une fiancée vierge et qui m'a fait ça. J'ai compris qu'elle voulait s'assurer que je fonctionne bien. Par ailleurs, elle m'a une fois dit que dans les cercles de jeunes filles à l'église, on leur demande souvent de s'assurer si leur fiancé n'a pas de problème de ce genre. Ça devient compliqué, hein? Bonjour parfait et ton riche panel. Pour la dénonciation du jour, vraiment, les églises au Cameroun vont nous finir. Je ne sais même pas quel stratagème ces bandits deviennent des prophètes. Voilà un zozo qui veut utiliser un produit brut comme appât pour son business. Parfait ici, l'autre avait fait la prophétie chez ma voisine et qui a passé plus de 10 ans avec son mari que son... disons son appareil génital est impur et qu'elle devait s'abstenir des rapports sexuels avec lui. Et si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Cette fille ne devrait pas s'engager dans ce mariage. C'est Narcisse est là depuis Ekounou. Un autre message ce matin, nous partons plus 39, c'est un message de l'Italie. Bonjour à toi Perfecto, le nom couple de la modération. À Blériot, mon modèle de vie, ainsi qu'à vos augustes invités. S'agissant de la dénonciation, je dirais une chose, que la fille se marie, toutes ces femmes qui défendent une autre position sont juste égoïstes. De la petite expérience, quand je viens au Cameroun, je constate que la femme la plus facile à gérer, c'est la femme mariée. Abimte, Marx depuis Meloni. Bon, je ne sais pas ce que les femmes mariées ont fait ce matin. Il faut respecter les femmes mariées. Hein, vraiment. C'est pas facile. Alors, allons au plus 1 514. Il s'agit de quel pays là? Si ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Hein. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. On a dit interdit de goûter, pas interdit de tester. Il y a préparation de mariage. Même derrière une danse de préparation, elle peut vérifier la capacité de charge, que ce soit à chair ou à sang. C'est terrible. Hein? Il continue en disant, dans le doute, faire le mariage civil et reporter le mariage religieux. Le mariage civil est facilement annulé s'il n'y a pas consommation. D'un autre côté, croyez-moi, ou pas, les ingénieurs sont compétents et on fait des outils qui portent la satisfaction des femmes à un niveau impossible pour l'homme. Et il y en a que monsieur peut porter, etc. Enfin, si elle n'a jamais rien fait, elle peut aller tranquille. Le niveau qu'elle va découvrir, c'est comme ça que c'est si elle cherche plus loin, c'est suspect. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV. Arrêtez d'aller dans ces églises qui ne sont que des boutiques. Le mariage, ce sont les enfants. Et les enfants, c'est le sexe. Heureux de vous revoir. Monsieur Niemek, le Maurice Kamto de la modération, dont la candidature à la modération a été rejetée pour multiplicité de postes. Mes respects à Perfecto, le Conseil constitutionnel de la modération. Vive l'harmonie entre frères. Vive Info TV. Alors, 213, hein, c'est l'Algérie.
Bonjour Perfecto, le faf de la modération. La fille vierge là doit faire très attention. Si sa sœur d'église est venue lui dire que le stylo du monsieur n'écrit pas bien, ça veut dire que le monsieur fortuné trempe l'encre de son stylo sur tous les papiers. Il est sûrement passé sur plusieurs sœurs de l'église au point où l'encre du stylo est finie et il lui faut un format vierge pour recharger spirituellement son énergie sexuelle. Pourquoi il n'a pas épousé les filles qu'il a connues avant elle? Elle doit savoir que la virginité est comme la confiance. Quand on la perd, on ne peut plus la récupérer. Donner sa virginité à un homme qui est mort kosoviquement, c'est comme donner un bon plat de gambas rôties à un cochon, c'est un gâchis. En passant, je voulais aussi vérifier si Blériot est bien rentré du village. Si Blériot est là ce matin, ça veut dire que les Mbombok l'ont pardonné. Ou alors, il a demandé pardon en cachette aux Mbombok pour venir jouer au dur en public. Est-ce que Blériot Nyemeke peut nous dire pourquoi le Mbok a sanctionné Yebga? Blériot, vous avez demandé pardon en cachet de Mbombok. Le monsieur, je ne sais même pas quel genre de cerveau les Camerounais. On te dit que c'est ces Mbombok qui ont été plutôt sanctionnés. Vous savez quel genre de cerveau? Et il est même en Allemagne. En Algérie. On te dit que c'est eux qui ont été sanctionnés. Donc moi j'ai demandé pardon à ceux qui ont été sanctionnés. Comment ils ne comprennent pas ça? Merci. Hein? Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. Vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV qui émet à partir de Yaoundé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'être en direct sur Espace Miné. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Tous les mercredis, nous parlons de la diaspora camerounaise. Ce matin, un angle précis nous intéresse. Nous nous posons la question de savoir s'il est important, s'il est utile pour l'heure d'avoir tout un ministère en charge de la diaspora au Cameroun. Je commence par Yaya Bello. Yaya Bello, certains estiment que cette diaspora est de plus en plus importante et elle a de plus en plus de problèmes et qu'il faudrait absolument avoir tout un ministère dédié à la diaspora. Vous pensez que c'est important? Oui, la question de la diaspora est très importante parce que celle du Cameroun, on l'évalue à environ 5 voire 6 millions de Camerounais qui sont établis dans divers pays dans le monde. Maintenant, nous connaissons les problèmes de la diaspora qui se résument en problème de la nationalité parce que beaucoup de Camerounais, en tout cas ce n'est pas une spécificité camerounaise, lorsqu'on veut s'adapter à un pays pour profiter des avantages de ce pays, on est obligé d'emprunter la nationalité de ce pays. Malheureusement, chez nous, lorsqu'on emprunte une nationalité autre, on perd la nationalité d'origine, c'est-à-dire la nationalité camerounaise. D'où le problème de la double nationalité ou de la plurinationalité. Donc ça, c'est déjà un problème, un frein pour l'épanouissement de la diaspora. Il y a également l'encadrement de nos compatriotes à l'étranger. Lorsqu'ils ont des difficultés, parfois on a même des Camerounais qui sont à l'étranger, ils ne sont pas en règle avec le pays
ou dans lequel ils sont établis. Je crois que c'est la diplomatie, c'est le service public de la diplomatie du Cameroun qui devait donc s'assurer que ces Camerounais-là sont en règle pour qu'ils soient bien encadrés. Il y a également le problème de retour d'investissement de la diaspora à l'économie nationale. Parce que tous les pays, en tout cas tous les pays développés, ont mis un accent particulier par rapport à l'investissement ou alors à la participation ou la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Maintenant, se trouve donc la question donc, de comment organiser cela. Est-ce qu'il faut donc créer un ministère entier pour ce faire? Bon, moi je dis c'est à voir, parce que déjà nous avons aujourd'hui déjà un ministère en charge des relations extérieures qui s'occupe de la diplomatie du Cameroun et même de la protection de ces Camerounais. Pourquoi c'est vrai que du côté de ces ministères, hein, sans toutefois interrompre Yaya, il y a, je pense, toute une direction qui s'occupe quand même des Camerounais de l'étranger. Mais bon, certains disent que ce n'est qu'une direction. Bon, c'est une direction logée dans un ministère. Oui. Dans un contexte, dans le contexte institutionnel actuel du Cameroun, où on a, j'ai envie de dire, une saturation des ministères. C'est-à-dire que vous avez vu aujourd'hui, nous avons au moins 4 ou 5 ministres avec portefeuille. Soit ils ont démissionné, soit ils sont morts. On n'a pas pu les remplacer. Ça veut dire que, quelque part, on a beaucoup de ministères alors qu'on peut le... Prenons par exemple le secteur de l'éducation. On a combien de ministères qui s'occupent de toute l'éducation? Ministère de base, pratiquement 4 ou 5. 4 ou 5. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, vous avez le ministère de l'enseignement supérieur, vous avez le ministère de la recherche scientifique qui a les laboratoires. Donc, bref, je crois que pour moi, hein, je pense personnellement, oui, créer tout un ministère pour la diaspora, pour moi, pour le moment, je ne trouve pas une pertinence. Mais je pense qu'il faut plutôt réévaluer l'efficacité de la direction au ministère des Relations extérieures qui s'occupe de la diaspora, voir, faire l'évaluation, les états généraux, voir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, enfin, quelle est la marge d'évolution, et donc travailler pour permettre d'encadrer mieux la diaspora camerounaise, qui est très importante pour l'épanouissement de notre pays. Merci Yaya Bello, professeur novice. Peut-on avoir un ministère en charge de la diaspora au Cameroun? Il faut dire que dans certains pays, il y a des ministères entiers qui s'occupent de ces personnes qui sont allées à l'étranger. Oui, disons que on ne crée pas des ministères au hasard. On crée des ministères parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a des missions qui doivent être associées à ces ministères. Déjà, au Cameroun, le ministère des Relations extérieures est supposé jouer déjà ce rôle-là, c'est-à-dire le rôle d'encadrement des Camerounais qui sont hors du Cameroun et le rôle d'encadrement des Camerounais qui sont à l'étranger et qui veulent rentrer ou investir au Cameroun. C'est ça la problématique que soulève votre thématique. Est-ce que le ministère des Relations extérieures actuel, ce ministère que nous avons en ce moment, joue pleinement ce rôle? C'est la difficulté, parce que si ce ministère jouait ce rôle, c'était un problème qu'on rencontre à l'extérieur, on ne devait pas les rencontrer. Moi, je prends un cas. À l'extérieur, quand vous êtes hors du Cameroun, quand vous arrivez dans un pays, le Cameroun devrait se sentir mieux à l'aise parce qu'il a un fichier ou une plateforme qui existe à l'ambassade où il peut aller se faire enregistrer. C'est la première chose à faire. Mais que tu sois avec ou sans papier, on ne devait pas discriminer parce que tu es d'abord Camerounais. La question de fond, c'est que souvent il y a de l'argent pour encadrer les Camerounais qui sont à l'étranger, mais notre mentalité ne rattrape pas la suite. Parce que pourquoi comprendre que les Camerounais meurent à l'étranger et le transfert de leur dépôt constitue un problème au Cameroun? Comment faire pour amener? Bon, pour dire, il y a un ensemble de problèmes et c'est pourquoi votre intuition vous amène vers est-ce qu'un ministère ne les encadrerait pas, n'encadrerait pas mieux ces problèmes? Je vais dire oui, il va falloir un ministère pour définir, pour encadrer les Camerounais à l'extérieur, les questions de santé, les questions d'éducation, comment faciliter l'obtention des papiers à ces Camerounais, parce que c'est des Camerounais. Maintenant, quand ils rentrent au Cameroun, comment faire pour qu'on leur facilite les investissements ici au Cameroun? Parce que beaucoup des Camerounais de la diaspora disent que les taxes, les impositions sont énormes.
Et quand bien même ils veulent rentrer et qu'ils veulent investir, comme ça devient un problème d'urgence des ministères. Mais je dis ceci, connaissant la mentalité camerounaise, avec des ministères qui sont budgétisés, et le plus souvent, les gens y vont juste pour consommer les budgets qui sont alloués à ces ministères. Ça va être encore une dépense de trop dans un pays qui est aussi pauvre comme le nôtre. On dit qu'il y a un problème d'argent. Bon, le problème réel, c'est celui de savoir comment on peut faire pour faciliter pour résoudre rapidement les problèmes que rencontrent nos Camerounais, nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. C'est facile. Nos ambassades, nos ambassadeurs doivent être recyclés pour comprendre qu'ils sont des représentations diplomatiques. Mais ils sont dans des pays parce qu'il y a les compatriotes dans ces pays, logiquement. On ne peut pas créer des ambassades dans des pays où il n'y a pas de Camerounais. Bon, la mission régalienne des ambassadeurs, c'est la prise en charge, c'est l'encadrement, c'est le soutien des Camerounais qui sont dans leur environnement. C'est pourquoi, quand vous êtes Camerounais, vous avez dans un pays, l'urgence serait d'aller à l'ambassade pour faire signaler votre présence. Que vous soyez sans papier ou pas. Parce que moi, je prends mon cas. Quand j'arrive en Belgique en 2016, l'urgence pour moi, c'est d'aller à l'ambassade. Il dit, je suis Camerounais, je suis arrivé, j'ai telle mission. Si j'ai un problème, on m'enregistre, on m'appelle. Et j'ai été invité le 20 mai 2016 chez l'ambassadeur parce que nous devons le faire. Maintenant, les difficultés que les Camerounais rencontrent, c'est comment faciliter le retour des Camerounais. Beaucoup veulent rentrer, je vous assure. Beaucoup de Camerounais veulent rentrer. Ceux que j'ai rencontrés... Lorsqu'ils sont d'abord partis, ils avaient demandé l'autorisation à qui? Suivez, la question n'est pas à ce niveau. La question, ce sont les Camerounais. Parce que quand on vous dit, par exemple, qu'un Camerounais est mort dans un désert, qu'elle est mort dans un pays, c'est un Camerounais. On ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait partir ou pas. C'est un Camerounais. C'est l'image du Cameroun qui est mise en difficulté. Bon, nous devons retravailler. Attends, professeur, si tu es allé à l'étranger, tu as mis le nombre d'années où tu as eu à mettre là-bas et que tu veux y rentrer au pays, est-ce qu'il y a un souci? Mais bon, tu rentres, non? Non, le problème c'est quoi? Je vais vous dire ce qui se passe. Les avions ne volent plus? Je parle de ces génies, de ces intellectuels que j'ai rencontrés. Parce que le milieu que j'ai fréquenté, c'est le milieu des intellectuels. Beaucoup m'ont dit, cher ami Désiré, je vous ai fait cette confidence-là, quelqu'un qui gagne près de 5 000 € en Belgique, il me dit, si je gagne seulement 500 000 francs au Cameroun, je vais rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. On est mieux lorsque nos actions portent pour la configuration sociale, économique et psychologique des personnes qui sont plus proches de nous, c'est-à-dire des compatriotes. Merci, professeur. Et nous allons prendre votre collègue qui est du côté du Canada. En ce moment, il s'agit du docteur Lingok Emmanuel, qui est enseignant de sociologie à l'Université de Yaoundé 1, mais également chercheur à l'Université Laval du côté du Québec au Canada. Bonjour, docteur. Oui, allô? Bonjour, docteur. Monsieur Aïssi. Nous vous écoutons. Bonjour, 5 sur 5 et vous êtes à l'antenne. Oui, allô? Docteur, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous nous posons la question de savoir s'il est important d'avoir tout un ministère en charge de la diaspora. Quel est votre regard? Disons que d'entrée de jeu ici, je voudrais exprimer d'abord toute ma gratitude à monsieur Aïssi, qui me fait honneur en m'invitant sur ce plateau. Et aussi, je voudrais saluer monsieur Josué Menking, qui a vraiment permis que je puisse être là. Je puis dire que quand on parle de la diaspora camerounaise, il faut d'abord ici évoquer le fait que cette diaspora, elle met en avant le rôle positif dans le développement d'un pays comme le nôtre. Ici, il faut souligner le potentiel en tant que ressource
précieuses pour l'économie, la société et la culture camerounaise. Mais il convient de voir aussi le rôle crucial de la diaspora de développement dans notre pays. Cette diaspora qui est une communauté dynamique et influente, joue un rôle important dans le développement économique, social et culturel. Les membres de la diaspora camerounaise à travers le monde contribuent de manière significative à l'économie du pays grâce à leur transfert de fonds, leur investissement et leur expertise. Cependant, pour maximiser l'impact positif de la diaspora sur le développement en fait, pour maximiser l'impact positif de la diaspora sur le développement d'un pays, il est essentiel que les autorités gouvernementales mettent en place des politiques et des programmes spécifiques pour soutenir et encourager les initiatives de cette même diaspora. Donc, pour ma part, mettre en place un ministère qui soit consacré sur la diaspora serait vraiment en fait, serait une urgence, en quelque sorte. Parce que nous savons tous ce que c'est que le rôle que la diaspora camerounaise joue sur le développement du pays. On est tous conscients de tout ce qu'elle apporte comme contribution aussi. Mais ici, il est question d'inclure la création d'un ministère ou d'une agence dédiée aux affaires aux affaires de la diaspora, qui pourrait servir de lien entre les membres qui sont à l'étranger et les autorités gouvernementales. En outre, il est important de promouvoir les processus de prise les processus de prise de décision et de développement du pays en quelque sorte. Ceci pourrait se faire à travers les mécanismes de consultation et de dialogue régulier entre les membres de la diaspora et les autorités gouvernementales. Donc, en travaillant dans ce sens, ou bien en travaillant ensemble, on se rend compte que la diaspora et les autorités gouvernementales peuvent contribuer à promouvoir le développement économique, social et culturel du Cameroun. Donc, mettre en place un ministère qui soit consacré à la diaspora serait pour moi une urgence, en quelque sorte, parce que la diaspora joue un rôle très particulier pour l'expansion économique des pays africains. Nous avons suivi Dr Emmanuel Lingo, que nous vous disons merci pour votre intervention de ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant de sociologie à l'Université de Yaoundé 1. Vous êtes actuellement du côté du Canada. Merci beaucoup. Renaud Eboto, les Camerounais de l'étranger habituellement posent un certain nombre de problèmes. Certains l'ont déjà évoqué sur ce plateau, problème de double nationalité, problème de rapatriement de fonds, problème de revenir même au pays, problème d'acceptation, problème de considération et problème d'ordre politique. Alors,
Pour tous ces problèmes-là, une seule direction, au ministère des Relations extérieures, c'est suffisant? Bon, ça dépend de... Ça dépend. Je dois d'abord dire d'entrée de jeu que la diaspora joue un rôle crucial dans un pays. La diaspora joue un rôle de transfert de fonds important. Il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui capitalisent plus sur ces transferts de fonds venant de la diaspora. Peut-être nous, on capitalise un peu moins. La diaspora joue un rôle de transfert de technologie, transfert de compétences, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui émanent de là-bas, notamment dans le domaine de la médecine, dans le domaine technologique, etc. La diaspora joue également un rôle en ce qui concerne les investissements, parce qu'on devrait pouvoir capitaliser sur les investissements émanant de la diaspora dans notre pays. Ce qu'on ne fait peut-être pas à suffisance. Et la diaspora joue également un rôle de promotion de l'image même de marque du pays. Vous voyez que sur ce volet-là, on a quelques difficultés. La promotion de l'image du pays, à l'étranger. C'est pas discutable? Justement, on a quelques problèmes au niveau de la promotion de l'image de notre pays par une certaine diaspora. Pas par la diaspora, mais par une certaine diaspora. Donc, quand j'ai fini de dire ça, au Cameroun, il existe la direction, vous avez parlé de ça, la direction des Camerounais de l'étranger, qui s'occupe donc, la DNFS s'occupe donc des Camerounais vivant dans la diaspora. Est-ce que notre diaspora a un problème? Si on part sur la base des chiffres, 60% de nos membres du gouvernement sont des diasporiens. Comment ça? C'est-à-dire que 60% des ministres au Cameroun viennent de la diaspora. Les gens ne le savent peut-être pas assez. Au plus haut sommet de l'État, la plupart viennent de la diaspora. Donc maintenant, il est important avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit, de poser la problématique de la capitalisation donc de cet apport crucial de la diaspora. Si l'on se rend compte que la diaspora, nous n'arrivons pas encore à bien capitaliser les fruits de notre diaspora, là, la nécessité de créer un ministère se fera. Peut-être pas un ministère entier. On pourrait peut-être appeler le ministère des Relations extérieures, le ministère des Relations extérieures de la diaspora, en renforçant justement donc l'appui donc de l'État du Cameroun à la diaspora, parce que je vous le disais encore, nous ne capitalisons pas encore suffisamment les fruits de la diaspora. La diaspora peut nous apporter encore beaucoup plus. Je dis même dans les mouvements financiers qui se font de l'étranger vers le Cameroun, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest capitalisent encore plus que ce que nous ne faisons. Nous sommes encore un peu à la traîne à ce niveau-là. Il faudrait donc qu'on essaie de voir quels sont les mécanismes qui peuvent être implémentés au niveau de cette direction déjà au ministère des Relations extérieures qui existe afin de faciliter un certain nombre de choses. Mais surtout communiquer davantage. Parce que vous savez, le ministère des Relations extérieures, malheureusement, ne communique pas beaucoup. Beaucoup de Camerounais vivant dans la diaspora ne savent pas qu'il y a toute une direction qui leur est dédiée à ce niveau-là. Certains viennent investir au Cameroun en passant par les membres de leur famille qui ne sont pas réputés très honnêtes, et dès qu'ils se font, comme on dit chez nous, frapper, ils repartent frustrés dans la diaspora. Or, il y a un ministère, il y a toute une direction qui est là pour les accompagner dans ce sens. Lorsqu'ils veulent venir investir dans notre pays, il y a toute une direction pour ça. Donc, il faudrait que l'on communique davantage là-dessus pour faciliter également les retours de nos membres de diaspora ici. Et je dois chuter en disant que, connaissant bien les entrepreneurs camerounais, vous verrez que les entrepreneurs camerounais les plus prospères viennent de la diaspora. Donc, on a une diaspora... Oui, je chute. On a une diaspora, celle qui a des problèmes, mais les solutions sont à notre portée. Très bien. Alain Douk, tout un ministère dédié pour les Camerounais vivant à l'étranger, c'est excessif ou alors c'est un réel besoin? Ça dépend du bord sur lequel on se trouve. Peut-on avoir un ministère en charge de la diaspora au Cameroun? Le verbe c'est peu, donc c'est le pouvoir. Malheureusement, ce matin, je n'ai pas le pouvoir, ni aucun de nous sur le plateau. Le pouvoir est à qui le détient ou qui
détient le pouvoir au sommet. Donc, nous, je pourrais répondre maintenant à la question de faudrait-il en avoir un? Il y a quelqu'un ici, je pense que c'était Yaya, qui insistait sur le fait qu'il y a une distribution parfois excessive de portefeuilles ministériels, etc. Justement, parce que dans notre contexte, on distribue les portefeuilles ministériels pas de façon stratégique forcément, mais de façon politicienne. C'est la donne de la récompense politicienne qui impose parfois de créer certains portefeuilles. Mais stratégiquement, est-ce qu'on pourrait donc se permettre au ministère en charge de la diaspora? C'est tributaire, la réponse à cette question est tributaire de la vision politique que l'on a. Si j'ai une vision politique claire, est-ce que je dois ensacher, enfagoter certaines problématiques de la diaspora dans l'actuel ministère des Relations extérieures? Moi, ma question immédiatement, en tant qu'Alain Douc n'ayant pas de pouvoir pour le moment, c'est non. Parce que moi, j'ai une autre vision pour cette diaspora. Laquelle? Une vision qui permettra justement de garantir la circularité en ce qui concerne les migrations entre cette diaspora-là qui est une entité de nous à l'extérieur et nous-mêmes. On ne doit plus avoir d'obstacles, ça doit circuler. Tout, les compétences, la promotion de l'image, les fonds, les problématiques de financement, la promotion de l'image, etc. Tout ça, ça doit se mouvoir de la façon la plus tranquille possible. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut lever les verrous, les problématiques de visa, et toutes les tracasseries administratives qu'on retrouve la plupart du temps et dont se plaint la diaspora. Il faut que ça soit levé. Maintenant, la transversalité, c'est-à-dire que tout ce que la diaspora a à nous offrir, leurs différentes compétences, leur expérience, ça doit pouvoir bénéficier à tous les autres départements ministériels. Ce sera donc le ministère en question, si on le crée, la plateforme qui administre cette distribution. Profiter de notre potentiel à l'extérieur pour les autres départements. C'est la plateforme qui accueille et distribue. Enseignement supérieur, agriculture, etc. Parce que la plateforme en question va répertorier, administrer véritablement, hors des limites du pays, tout ce que les Camerounais font de leur côté. Tenir un fichier véritablement objectif, bien précis, de tout notre potentiel, même de ceux qui ne sont pas en situation régulière. Travailler dans le sens de régulariser, étant là-bas, leur situation. C'est-à-dire, c'est parfois, je pense que c'est un de nos talons d'Achille aujourd'hui. Parce que si tu t'es retrouvé en situation irrégulière, mais en fait, tu vas assumer. Tu te gères comme tu peux jusqu'au moment où tu réussis. Et puis, si tu es allé très haut dans ta réussite, là, le pays vient et il va te célébrer. Donc, ça ne devra plus être ça. Il y aura maintenant la dimension de la prospective stratégique dans le sens même de la géostratégie. C'est-à-dire que comment on utilise notre diaspora dans le concert des nations, dans les pays dans lesquels ils se trouvent, sur le plan du développement plus avancé que nous, pour nous permettre de résorber notre retard. Entrer dans une ingénierie de l'information. Et là, vous comprenez que là, je suis véritablement dans l'intelligence. Mais il faut donc savoir comment on va donc administrer cette intelligence pour qu'on nous ramène les informations stratégiques dont nous avons besoin, sectoriellement ici parlant, pour que le pays se développe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on a une vision claire de ce qu'on veut pour cette diaspora-là, on peut créer tout un ministère, on attribue des missions spécifiques et on commence à gouverner le ministère en question pour qu'il devienne même carrément le phare et la passerelle qui lie le Cameroun au reste du monde. Merci Alain Douc, Pierre Blériot, Onyamec. C'est vrai que quelqu'un te dira que oui, c'est bien beau de créer tout un ministère en charge de la diaspora au regard des problèmes rencontrés par ces Camerounais à l'étranger. Entre-temps, quelqu'un, comme j'ai dit, te dira, bon, ces ministères qui ont même d'abord été créés pour un certain nombre de domaines, avez-vous l'impression que ces ministères-là ont rempli ou alors ont atteint leurs objectifs? Mais pourquoi vous avez choisi cette belle question pour moi? Le ministère de Je choisis toujours les belles choses pour toi. Le ministère de l'enseignement supérieur. On dit que les universités ont pour rôle de contribuer au développement. Tout à fait. Est-ce qu'on a demandé, on s'en réfère à nos universités pour les orientations du développement au Cameroun? On voulait tuer l'ARMP. L'agence de régulation des marchés publics. Vous savez ce qu'on a fait? On a créé un ministère des marchés publics.
Alors, c'est simple. Si vous, tout ce qu'Alain Douk vient d'expliquer là, les gars ont compris. Si on tente de créer un tel ministère, on tue ça. Vous comprenez? C'est un problème de vision. Donc vous pensez que tous ces gars-là ne comprennent pas ces choses-là? Ils ne comprennent pas. J'ai entendu souvent un discours, ils sont allés, non, vous-même vous avez fait un peu, ils sont allés là-bas, non. Nos enfants au niveau d'un État sont comme nos propres enfants. Ton enfant peut sortir sans ta volonté, mais quand votre enfant est en danger, vous ne commencez pas à lui demander pourquoi tu es parti. Non, regardez les autres pays. Un Français arrive ici pour chercher les femmes. Ah. Dès qu'il a un problème, il est venu ici pour chercher les femmes. Hein. C'est-à-dire que là-bas, les écrits qu'il faisait là, il demandait aux filles de lui envoyer les nudes et tout. Il est venu ici chercher les femmes. Mais dès qu'il a un problème au Cameroun, l'ambassade de France s'en saisit. Alors que le gars venait chercher les femmes. C'est une affaire de mentalité. Nous croyons, nous ne comprenons. Déjà, nous sommes des papas irresponsables et ça monte comme ça. Quand l'enfant est pas. Et il a dit à l'Indo, si l'enfant réussit, il devient l'enfant du pays. On le cite dans les discours. C'est une affaire de mentalité. Même la direction là aurait pu faire ce travail. Le rapport que nous avons avec notre diaspora, et je veux parler de l'autre côté, notre diaspora ne sait pas communiquer non plus avec le gouvernement. Vous savez, quand vous avez un papa qui est bizarre, il y a une façon particulière de lui arracher les choses. N'allez pas au front. Obtenez d'abord ce que vous voulez obtenir. Grandissez, devenez indépendant. Vous allez... Donc, il y a des gars de la diaspora qui ont réussi plein de choses au Cameroun. Hein. C'est-à-dire ils ont su comment... Mais il ne faut pas politiser la diaspora. C'est une erreur. Dès que le gouvernement a l'impression que la diaspora est politique, toutes les propositions de la diaspora sont bloquées. Voilà. Comme cette affaire de double nationalité. C'est parce que ça a été ramené aux affaires d'élection. Et que les gens qui sont autour du chef lui disent que non, la diaspora ne va pas te voter. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Dès que vous politisez ça, les types qui sont là pour préserver un certain nombre de choses bloquent. Changez le discours que vous allez tenir avec le gouvernement. Venez pour faire vos affaires. Contentez-vous dans les pays les plus graves du monde, l'Afghanistan et tout. Il y a les diasporas là-bas. Si la diaspora change son rapport à l'état actuel, les choses pourraient s'améliorer. Mais si l'état actuel a le sentiment que c'est un adversaire, je vois ça comme un parent. Parce que si le père a l'impression que s'il te paye l'école à l'étranger, tu vas venir aider ta mère à le combattre, il va t'envoyer à Hawaï. Merci. Hein. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Alors, il y a des gens qui insistaient. Hein. Blériot parlait ici fort. Il a vu le feu. Il est allé voir les bombes remplum lundi pour ne pas être foudroyé. Blériot, les gens insistent. Hein. Parfait. Moi, si les gens sont comme ils sont, je vais faire comme Bonjour le plateau Espace Minier. La gestion des émotions est très importante dans le mariage. Oui, nous ne sommes plus à ce niveau. Hein. Je préfère prendre ton message où tu parlais de la diaspora. Bonjour parfait. Et le plateau des fruits, du griotte. Je ne comprends rien. Ministère de la diaspora, non. On a déjà le MINREX. On peut juste avoir un département dans la diplomatie chargé de la diaspora. C'est Stan Nkomo qui envoie ce message. Bonjour à vous et à Monsieur Alain. Néoclassique, très beau costume et très belle intervention. Vous êtes très souvent cohérent dans vos propos. Un autre message. Hein. Bonjour Info TV. Je confirme que les femmes mariées sont les plus faciles à... Non, arrêtez ça, vraiment. Vraiment, gâcher les mariages. Non, respectez les femmes mariées. Oh. Si vous venez les gérer, vous ne pouvez pas vous taire. Oh, bonjour, le pape de la modération. Le Real de Madrid s'entraîne sur un petit stade avant d'aller jouer au grand stade. Qu'on fasse faire un test au monsieur dans un petit stade. C'est passion aidée.
Vous êtes compliqué. Hein? Prenons ces autres contributions. Alors, plus 49, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour, Perfecto. Mon admiration renouvelée et salutations respectueuses à votre riche panel. Concernant le thème de l'analyse, je pense que la question est très pertinente, comme toujours, avec vous d'ailleurs. La diaspora camerounaise est nombreuse et représente un potentiel considérable sur les plans économiques, social et diplomatique. Aujourd'hui, son suivi est dispersé entre plusieurs ministères, ce qui réduit l'efficacité. Un ministère dédié permettrait de centraliser la politique envers la diaspora, de renforcer sa protection à l'étranger et de mieux canaliser ses contributions au développement du pays, à l'image du Mali, du Sénégal ou encore du Nigeria. Cependant, il faudra éviter que ce soit un simple ministère de plus, parce qu'on se connaît. Cela ne serait pertinent qu'avec une vision claire et une gouvernance efficace. Et perfecto, sous votre permission, je voudrais aussi apprécier les talents d'interprète et de danse de M. Niemek. Il nous en a donné un aperçu lors d'une de ses sorties nocturnes sur Facebook. Merci. Hein. Prenons le 212, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, parfait Haïti. Le zourmiel de la modération. Waouh. Parfait. Quand je te dis qu'il faut un mercredi sexualité, tu vois alors, la diaspora même dérange. On en a marre d'eux. Voilà que tu as commencé l'analyse à 11h passées. Je sens que toi-même, ça t'énerve. Tu n'es plus motivé. Et si je peux te titiller un peu, on a déjà abordé cette thématique sur le plateau et qu'il leur a même demandé de quitter le pays. Et ceux qui sont même à l'origine de la double nationalité, en réalité, c'est symptomatique d'une frustration due aux Pays-Bas à l'arrêt. Pensez-y s'il te plaît. Merci. Voici la sagesse du jour. Mieux vaut avoir vu sur mer que d'avoir vu sa belle-mère. À demain 10h. Merci à Renaud Evoto, merci à Yaya Bello, merci à Alendo, merci au professeur Claude Nouvissier, merci à Pierre Blériot Niamek. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. Tous les soirs à partir de 22h30, nous serons toujours avec notre diaspora. Nous avons la ferme conviction que ce soit ceux qui sont partis ou ceux qui sont restés, nous avons besoin de l'intelligence de tout le monde pour bâtir cette belle nation, la nation camerounaise. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?